Bonsoir à toutes et à tous et une excellente année, une très bonne santé, meilleure réussite pour vous et vos familles. Bienvenue dans votre émission LFNA TV, parce que beaucoup de matchs ont été couverts par nos journalistes pendant toute l'année 2021 et qu'il nous était impossible évidemment de tout vous montrer en une seule émission. Nous avons le plaisir de vous proposer ce soir un best-of match. Regardez. Des surprises, vous savez, c'est pour ça qu'on aime tant la Coupe de France. Il y en a régulièrement. On prend la direction sur LFNA TV de Nontron, dans le nord du Périgord. Retrouvez Gilles Valadier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bravo à vous, puisque vous avez éliminé les Genêts d'Anglet, club de N3. Vous évoluez en R3 et de fait, il n'y a plus de représentants des Pyrénées-Atlantiques. Mais quelle performance quand même. On évolue en R2. En R2, pardon. Ouais. Quelle performance. Oui, merci. Oui, il faut pour sortir de toute façon une Nationale 3, il faut faire une grosse performance pour un club qui a 2 niveaux inférieurs. Voilà, donc c'est j'allais dire le charme de la Coupe de France, avec tout ce que ça comporte, beaucoup d'émotions, plus de public que d'habitude, plus d'envie certainement chez nous. Donc voilà, c'est ce qui fait la Coupe de France. Il paraît qu'il y avait une ambiance incroyable dans les vestiaires à la fin. Ouais, il y avait une ambiance incroyable, inhabituelle et incroyable, oui, parce que c'est malgré tout un exploit de sortir une équipe de National 3, donc et puis voilà, c'est malheureux, enfin c'est heureusement pour des émotions comme ça que l'on coach et que l'on joue au foot. Restez avec nous, on va assister à une rencontre entre 2 clubs de National 3, Poitiers-Châtellerault. C'était soir de choc, mais aussi de derby au complexe Michel Amand de Poitiers. Poitiers recevait donc Châtellerault pour une opposition entre ces 2 équipes. Sur place, Rémi Savary pour LFNA TV. Plus qu'un choc, ce Poitiers-Châtellerault est un derby de la Vienne. 2 clubs de National 3 au stade de la Pépinière pour en découdre. Et cette équipe du stade Poitevin qui a engagé, qui dégage le ballon loin devant et rapidement, cette équipe de Châtellerault en bleu se produit de belles occasions avec ce coup franc imparable. 1-0 pour la formation châtelleraultaise. Coup franc sublime d'Evan Saline. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. En deuxième période, l'équipe du stade Poitevin attaque fort et d'entrée. Jordan Cuvier est lancé dans la profondeur, fauché par Antoine Demazo, le gardien châtelleraudais qui prendra par la même occasion un carton jaune. Le pénalty est transformé en 2 temps par ce même Jordan Cuvier, 1 partout, explosion de joie dans les tribunes du stade de la Pépinière. Châtellerault n'abdique pas, bien au contraire, contre-attaque de Kevin Vergnol, le 7 châtelleraudais, lancé dans la profondeur. Nils Bouekou donne l'avantage aux siens, 2-1 pour Châtellerault. 87e minute, passe somptueuse dans l'intervalle de Junior Armando Mendes, le 14 de Poitiers pour Ivan Kibundu. Égalisation, les tirs au but se profilent de partout. Dernière occasion avec ce coup franc pour Châtellerault, capté par Paul Catier. C'est la fin du temps réglementaire. Séance de tirs au but, 2-2 après 4 séries. La 5e série avec Mathis Bod, le joueur poitevin, qui d'un superbe coup du droit bat le portier châtelleraudais. 3-2 dans cette série de tirs au but. Et Kevin Vergnol loupe sa tentative. Poitiers se qualifie pour le prochain tour. Ma première pensée va à mon homologue, parce que voilà, quand ça se termine comme ça, pour nous, on est forcément heureux, mais voilà, je pense que c'est cruel aussi pour eux. Donc voilà. On s'attendait à un match difficile, un derby en plus, qui plus est, donc face à une équipe qui est en net regain de forme. Donc voilà, j'ai pas été surpris de leur qualité et je suis surtout pas surpris de la difficulté qu'on a eue. Je dirais que l'objectif dans la prestation m'a rendu fier du groupe, puisque les joueurs ont répondu présent dans le contenu, dans le respect des consignes, et on a fait un match plein. Le scénario a été palpitant, excitant. Je pense que c'était un très très bon match pour les 2 équipes, mais on a pris l'ascendant, on méritait sans doute la qualification, mais voilà, on est arrivé à la loterie des tirs au but, et c'est plus aléatoire sur cet aspect-là.
aussi similaire finalement que celle de Nontron-Saint-Pardoux hier. Gilles Valadier, l'entraîneur, vous êtes avec nous. Parlez-nous de votre club comme une licenciée. Depuis quand existe-t-il? Oula, vous allez me poser une colle, je sais pas, je sais pas du tout. Déjà, c'est une entente qui s'appelle Nontron-Saint-Pardoux, donc c'est dans le nord de la Dordogne. Je peux pas vous dire le nombre de licenciés exactement, mais c'est un club qui est en reconstruction, que j'ai pris un R3. On est monté pendant la première année Covid, et puis ensuite jusqu'en R2. C'est un club qui est composé pour l'équipe première de beaucoup de jeunes qui ont été formés dans les clubs alentours. Voilà. C'est un club qui doit progresser, qui évolue chaque année avec de nouveaux dirigeants, la formation qui est à mettre en place. Voilà, donc on est en pleine construction et en pleine évolution. Votre objectif, Gilles, c'est de monter, de vous maintenir. Qu'est-ce que vous avez envisagé avant le début de la saison avec votre staff, vos joueurs, vos administrateurs? On a envisagé de jouer le haut du tableau. Donc bon, aujourd'hui on a fait que 3 matchs, donc on ne sait pas, on les a bien négociés puisqu'on a gagné les 3 matchs, mais notre objectif c'est évidemment le championnat, d'essayer d'installer le club de Nontron en R1 dans les prochaines années. Et puis d'essayer de mettre en place un peu de formation pour essayer d'approvisionner un peu les équipes seniors avec des jeunes qui sont issus du club. Le tirage au sort de la Coupe de France sera effectué la semaine prochaine. Vous voulez recevoir à la maison? Oui, absolument. Si j'ai le choix? Non, mais... Bon, si j'ai le choix, je préfère. Je préfère recevoir, oui, effectivement, une grosse équipe, pourquoi pas. De toute façon, ce sera toujours une fête en entrant. Nous, après le match que l'on vient de faire, on s'interdit aucun autre exploit, donc, mais recevoir, oui, ça serait bien. Ça serait bien de faire la fête encore une fois à Nontron. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps. Gilles Valadier, entraîneur de Nontron-Saint-Pardoux, l'un des auteurs de performances ce week-end. On verra qu'il y en a eu d'autres. Vous avez battu les Jeunets d'Anglet, club de N3. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Nous prenons la direction de Nontron. Nontron qui accueillait Libourne dans un stade Henri Laforêt plein à craquer. Nontron R2 qui recevait Libourne R3. Sur place, c'est Julien Curcy pour LFNA TV. Allez, déjà, on déverrouille. Retour, tranquille. Un stade Henri Laforêt de Nontron plein pour cette affiche entre des Périgourdins et des Girondins qui évoluent en National 3. Libourne en vert, Nontron en rouge. Victor Villain, il déborde, centre pour Maury Traoré, l'attaquant libournais, le joueur se jette, c'est à côté. 35e minute. Avec ce débordement de Kevin Zinga, le joueur libournais est en solo et c'est l'ouverture du score. 1-0 pour Libourne. Puis remise de Clément Jarin. Jarin pour Anthony Castera. Castera, la défense nontronnaise est battue, ça fait 2-0. 2-0 pour Libourne, hiérarchiquement plus fort. Et c'est la mi-temps sur ce score de 2-0 pour Libourne à Nontron. N'oubliez pas à votre disposition la buvette. Ou l'envoi de la seconde période avec Tristan Larue qui perd le ballon. Théo Montavite qui récupère. Il sert Anthony Castera, l'attaquant libournais de l'extérieur. Du pied et ça fait 3-0. Nontron qui boit le calice jusqu'à Lali. Léo Banquet, le défenseur qui commet une faute là, de frustration sur Anthony Castera. Ce sera un carton jaune donné par David Plinchamp. Le corner de la gauche vers la droite qui ne donne rien pour Nontron. Fin du match, c'est Libourne qui se qualifie et verra le 7e tour de la Coupe de France après sa victoire en Dordogne 3-0.
D'abord une très grande joie d'être au 7e tour de cette Coupe de France. Libourne et la Coupe de France, c'est une vieille histoire d'amour, donc les joueurs y tiennent particulièrement. Et puis féliciter l'équipe de Nontron pour son état d'esprit. Ce soir on a vu un très bon match des deux équipes avec un bon arbitrage, tout s'est très bien passé et tant mieux pour le football. Nos garçons ont montré une belle image du club, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Malgré tout, je trouve qu'au niveau du jeu, ils ont fait des choses intéressantes contre une équipe de niveau au-dessus. Donc tout le monde est content. Libourne passe. Nous, on a montré une belle image du club. Les garçons ont malgré tout fait un bon match. On n'a rien à leur reprocher. Et cette équipe de Libourne qui passe le tour prochain, le 7e tour dont le tirage au sort aura lieu mercredi prochain, le 3 novembre. Les matchs auront lieu dans 15 jours. Maintenant, Libourne, auteur de belles performances, remarquées et remarquables en Coupe de France au début des années 2000 et 2010. Nous prenons la direction de La Rochelle maintenant. La Rochelle, dernier représentant de la Charente-Maritime, club de R1, qui s'était lourdement incliné la semaine dernière 4-0 contre Guéret. La Rochelle accueillait le club de Bergerac, club de N2. Sur place, au stade François-Leparcot, Vincent Larguin pour LFN TV. Et on sait que les entames de match sur la Coupe de France sont importantes parce que l'équipe adverse, on va dire, veut démarrer fort et veut montrer qu'elle est présente sur ce tour-là. Donc on va être très attentif sur le premier quart d'heure. Et puis après, on va essayer d'être performant sur la durée. C'est surtout ça, et de ne pas baisser de rythme sur la durée pour pouvoir faire la différence à un moment donné du match, mais lequel, je ne sais pas. On a montré des résultats plutôt positifs, un parcours en Coupe de France. Ce soir, c'est quand même des matchs qu'on aimerait bien vivre quand on est des footballeurs ou qu'on est sportif. C'est ce que je leur ai dit. Ils se sont offert le droit de jouer une affiche ce soir à domicile devant notre public. Donc à la fois compliqué, mais c'est un plaisir aussi. Maintenant, c'est vous les acteurs sur le terrain. C'est vous qui mettez le ballon. C'est vous qui taclez pour empêcher le ballon de rentrer. C'est vous qui allez emmener le club en 64e de finale. À vous les gars. Allez, Le stade de François-Leparcot de La Rochelle pour ce choc entre La Rochelle 11e de R1 et Bergerac 3e de National 2. Un match où les Rochelais devraient tout donner pour oublier la déroute face à Guéret la semaine dernière. 4-0, la défaite au stade François-Leparcot. Avec ce jeu vif et rapide, la des Bergeracois entre les lignes rochelaises. Mise à mal du pressing des hommes de Fabrice Fontaine. Romain Escarpite provoque une faute à la limite de la surface de réparation. Allez, coup franc pour Bergerac, Axel Tressens. Quelle belle parade de la part de Simon Alagbé. Clément Dagorne, le défenseur Rochelais, lance sur son côté droit. Il joue en 1-2 avec un coéquipier Dagorne qui trouve Kokati Sebiro. Kokati Sebiro dans la profondeur. La frappe manque de puissance et est captée par Pierre Laborde. Il n'y a pas de joueur en face qui va faire une erreur technique ou quoi que ce soit. On doit compter que sur nous-mêmes. Si on veut passer ce soir, c'est que nous-mêmes. C'est pas l'adversaire qui va dire il s'est trompé sur sa frappe non cadrée, etc. On doit empêcher, on doit grignoter centimètre après centimètre, mètre après mètre. On doit faire monter ce bloc, on doit leur montrer qu'on a du caractère, on doit leur montrer que c'est nous qui voulons passer ce soir. Et ça va se passer sur la deuxième mi-temps. Ok les gars, allez. Sam Ducrot, il déborde sur le côté droit, le centre avec Ali Mohamed Bakir, le ballon revient sur Paul Maisonneuve, le joueur de Bergerac et la barre, aïe aïe aïe, la barre. 1 heure de jeu avec Sam Ducrot encore pour Hamilton Beltran dans la profondeur côté droit, le centre pour Ali Mohamed Bakir qui trompe Simon Alagbé et c'est l'ouverture du score bergeracois, 1-0. Mais je trouve que voilà, on ne s'est pas affolé, et, on n'a pas perdu le fil du match et ça nous a permis de marquer ce but qui nous permet d'être qualifiés. Je trouve qu'on a bien, on a fait ce qu'il fallait. Il nous manquait un peu de rythme en première mi-temps pour créer un peu plus de situations. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a bien géré, on ne s'est pas affolé et ça a payé derrière. C'est des matchs toujours compliqués à passer, ceux-là. Ces premiers tours, je dis, ça nivelle. Il y a 2 divisions d'écart, mais sur un match, eux, ils se mettent au niveau. Nous, on essaie d'être à notre niveau d'habitude, mais c'est plus compliqué. Donc voilà, on est content de la qualif. On a été solide collectivement, bien en place tactiquement. C'est rassurant et on est toujours sur cet axe de progression depuis le début de la saison. Donc on va s'appuyer, malgré la défaite et la déception de l'élimination, on va s'appuyer là-dessus pour continuer de bosser et pour le reste de la saison.
Et la qualification donc de Bergerac. Nous prenons le chemin de Lanton et du bassin d'Arcachon. Lanton, club de R3, l'un des 4 petits poussés qui accueillait Chauvigny, pensionnaire de National 3. Victorino Fortes, le président de Lanton, est avec nous. Vous êtes encadré, entouré. Bonsoir messieurs. Alors, qui sont les 2 autres? Puisque on ne m'a pas indiqué. On a l'attaquant et Flo Dumoulin, le capitaine. Alors, est-ce que l'attaquant fait partie... est-ce que c'est le buteur, l'Antonais? Non. Même pas. Vous nous dissimulez la star qui a marqué contre cette équipe de Chauvigny, alors. Vous avez perdu 2-1. Vous avez perdu 2-1. Est-ce que vous êtes déçu du résultat ou c'est une logique qui a été respectée selon vous? Une petite déception. À la 93e minute, on a touché la barre. Donc, il y a juste une petite... mais sinon, on a fait un très bon match. Et voilà, bon... C'est juste la barre à la 93e minute qui nous a tués. Oui, vous avez été un peu dégoûté, si je puis dire. Ah oui. Mais c'est un très bon match. Alors parlez-nous justement de ce match. Vous avez eu du monde. Comment ça s'est passé? Vous avez ouvert le score. Vous avez été mené d'entrée. Vous pouvez nous narrer les différents faits qui se sont déroulés? On a été mené d'entrée. Après, il y a eu un but refusé sur hors-jeu qui était un peu légitime. C'était très limite. Et on est revenu au score à la deuxième mi-temps. Et après, ils ont marqué par rapport à l'attaquant. Je crois que c'est Iniesta, le meilleur buteur. Iniesta, non? Ouais, Entiet, qui a marqué son but. Après, on a fait, franchement, on a fait une bonne partie. Mais voilà, c'était dur. Après, bon, voilà, il y a l'attaquant qui, si vous voulez dire un mot avec Flo. Bonsoir tout le monde. Écoutez, bonsoir. Très belle fête sur Lanton, 6e tour de Coupe de France, historique pour le club, du monde dans les tribunes, une très bonne ambiance. Grosse déception au vu du scénario. Le supplément d'âme qu'on a mis sur ce match-là a un petit peu gommé l'écart de niveau entre les 2 équipes. Chauvigny avait une très très belle cylindrée de N3, il faut quand même le reconnaître, avec beaucoup de physique et des très bons joueurs. Après, sur le scénario, on prend un but en première mi-temps dans les 20 premières minutes. On a l'occasion, on égalise peut-être 10 minutes après. Le but, il est refusé sur un hors-jeu un peu limite. Mais on a encore envie. À la mi-temps, on se dit les choses. On rattaque la deuxième mi-temps avec beaucoup d'envie. On revient au score. Et après, bon, c'était un peu de l'attaque-défense. On a joué quelques bons coups. Voilà, on était dans la position du petit poussé, mais on a joué avec nos armes et on a l'occasion à la 93e de faire l'exploit et d'aller au penalty. Et voilà, la barre à 5 cm près, le football c'est comme ça, c'est cruel, mais sur l'ensemble du match, on peut être fiers quand même de nous. Les supporters ont été fiers de nous. Et voilà. On a fait un très beau parcours. En tout cas, bravo, merci de nous avoir raconté un petit peu cette belle journée de football sur le bassin d'Arcachon. On sait dire quand il y a des week-ends plus tristes comme celui du week-end dernier, pas très loin de chez vous. On sait dire aussi les choses positives avec cette belle performance. Malgré tout, vous n'avez pas à rougir. Je rappelle que vous êtes un club de R3. Vous avez été battu seulement 2-1 par un club de N3. Prenons la direction du gymnase Mitterrand de Pessac, où le Pessac Football Club jouait un match important ce samedi à domicile, 9e de D2 de futsal, avec 3 points inscrits en 4 journées. Les hommes de Mehdi Aïssaoui affrontaient Reims pour espérer prendre leur distance avec Villeneuve d'Ascq et Lille, 2 clubs qui n'ont toujours pas inscrit de points cette saison. Sur place, Florian Sabatier pour LFNA TV. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on est dans une position où on joue clairement le maintien. Et dans un futur assez proche, quand je ne sais pas exactement, mais on vise une montée en D1. Mais ça, c'est pas pour cette année en tout cas. Il y a de très gros clubs dans notre pool et ça sera très compliqué d'aller chercher la première place pour monter en D1. Aujourd'hui, je suis confiant. Vraiment, les gars, je ne pas vraiment être confiant aujourd'hui, les gars, quand on rentre sur le terrain, on leur donne beaucoup de chance. On a toute sa stratégie, on s'est bien entraîné, on y est bien. On sort, on prend le match, on prend la victoire, on est tranquille. C'est bon, les gars? Ouais. Dans un match où Pessac doit prendre ses distances avec le fond du classement, c'est Reims en rouge qui donne le coup d'envoi. Et il ne faudra que 3 minutes à Pessac pour se montrer sur ce jeu en triangle avec la finition parfaite d'Oussemi Nassim.
Reims va répondre du tac au tac. Renato de Souza, Oliveira va dribbler Fatih Salman, le gardien pessaqué. Un but partout après 7 minutes de jeu. 12e minute, Alex Lay reçoit le ballon, trouve Aziz Lamkadmi et c'est le but. 2-1. Pessac reprend l'avantage. Quelques instants plus tard, Zinedine Benhaman récupère le ballon et puis dans un angle fermé va inscrire le 3e but. Pessac prend le large juste avant la mi-temps. 3-1. Si Pessac a pris le large en première mi-temps, Reims n'a pas dit son dernier mot. 23e minute, Anthony Millet en 1 contre 1 face au portier Pessac. Finalement, ballon récupéré par Renato de Souza Oliveira qui trouve Anthony Millet. 3-2 en faveur des Girondins. Toujours 24e minute, 1-2 entre Thomas Inizan et Ousseni Nassim. Le second conclut l'action. 4-2 pour les Girondins. 26e minute, coup franc pour Reims, combinaison d'Anthony Millet avec Hatim Nachat. Reims revient dans le match, 4-3. 28e minute, Aziz Lamkadmi intercepte ce ballon et passe à Zinedine Benhaman. 5-3 pour Pessac. 31e minute de jeu, Thomas Iniz en décale pour Zinedine Benhaman. Nouveau but pour Pessac, 6-3. 35e minute, c'est un exploit individuel d'Axel qui permet à Pessac de sceller son sort dans ce match. Nouveau but 7-3, 37e minute. Hatim Nachat déborde côté droit et trouve Michael Suarez 7-4. Les derniers instants de cette rencontre seront tendus pour Pessac. Long dégagement dans la profondeur vers Anthony Millet. 7-5, ce sera le score final de la rencontre. Deuxième victoire de la saison pour Pessac en D2 Futsal. On savait que ça allait être un match compliqué face à une équipe de Reims qui joue au futsal, qui est 5e du classement. Donc voilà, on savait que ça allait être dur. On a assumé les ingrédients. Donc tout simplement, on a fait le match qu'il fallait. On prend un but à la fin bêtement, avec un peu l'euphorie du public qui était là, nombreux, et merci encore à eux. Mais voilà, on a assuré la victoire et c'est l'essentiel. Et les Pessacais qui peuvent être fiers de leur parcours après cette belle victoire face à Reims. Prenons la direction du département de la Creuse. Le 7e tour de cette Coupe de France, vous le savez sans doute, marque l'entrée en liste des clubs de Ligue 2. Si l'ES Guérétoise n'a pas tiré de club professionnel, les Creusois recevaient Chartres, pensionnaire de National 2, un club entraîné par l'illustre Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or, vainqueur de la Ligue des Champions. Et encore, nous n'allons pas étaler ici tout son palmarès. Dans ce stade Léo Lagrange de Guéret, le technicien local Luc Davaillon a-t-il réussi à déjouer la tactique du Ballon d'Or? Sur place, Rémi Savary pour LFNA TV. National 2 à Guéret, surtout avec Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or en 91. C'est pas négligeable quand même pour nous, pour un petit club comme Guéret, mais qui aura, j'espère, su montrer l'étendue de sa capacité à recevoir, parce que je dois remercier quand même, je dirais, tous les dirigeants du club qui ont œuvré pour que la fête soit belle ce soir. Espérons qu'on puisse encore passer un petit tour, ça nous ferait plaisir. Si nous on y va sur la pointe des pieds, on va se faire mal. Par contre, vous savez très bien, et vous l'avez vu l'année dernière, que si nous on met tout l'engagement possible et l'agressivité possible, c'est pas des surhumains. C'est pas des surhumains. On ne soit pas le PSG aujourd'hui là. Ok ? Donc mettez une grande intensité, une grande agressivité dans tous les duels. 2 divisions d'écart, mais on le sait, rien n'est impossible en Coupe de France. Coup d'envoi donné par les Chartrains en bleu. Les hommes de Jean-Pierre Papin se montrent dangereux dans le premier quart d'heure, à l'image de cette offensive. Adama Sidibé lancé dans la profondeur par Louzif, sorti du portier guérétois. La frappe des visiteurs passe à côté. 20e minute de jeu, c'est pourtant Guéret qui va prendre son adversaire de vitesse. Un contre éclair sous une pluie battante. La tempête guérétoise est en marche. Théo Marquez trouve Kader Diémé plein axe. Une touche de balle, le stade Léo Lagrange explose. Un Diémé imparable en première mi-temps, devant, derrière. Chartres, malgré un poteau, n'a pas réussi à trouver la faille. 1-0 pour les locaux. En seconde période, il ne faudra que 2 petites minutes aux Chartrains pour se créer une brèche, une incursion dans la surface de réparation et une mauvaise relance des Creusois. Karl Weinling se jette et Adama Sidibé tombe dans la surface. Penalty.
Le capitaine Arnaud Archambon égalise. Chartres revient dans la partie. Le dernier quart d'heure des hommes de Luc Davaillon va être incroyable et le couloir droit adverse va devenir un véritable terrain de jeu comme sur cette action. Un centre-tir de Julien Falguer qui trouve le poteau à l'affût. Ahmed Sidibé tente sa chance parade de Kevin Crépel. L'euphorie et le spectacle sont au rendez-vous. Les 900 spectateurs pourront prolonger le plaisir avec les tirs au but. Après un premier raté, Guéret n'a pas le droit à l'erreur mais Marquez bute sur Crépel. Balle de match pour les Chartrains. C'est au fond, pas d'exploit pour les Guérétois qui n'auront pas démérité dans ce match. On sort avec des regrets parce que même si en première mi-temps on était un peu heureux de rentrer à 1-0 pour nous, puisque les Chartres a eu pas mal d'occasions. Chartres a eu pas mal d'occasions et ne les a pas concrétisées. Malgré tout, on repart tout de suite en début de deuxième mi-temps. On prend ce penalty qui aurait pu nous faire très mal, mais on a réussi à tenir correctement les choses. Et puis c'est surtout ces 2-3 occasions qu'on a en fin de match qui peuvent nous permettre de gagner le match, à mon sens, parce que Chartres était à jouer son va-tout et à mon avis serait pas revenu. Donc du coup, c'est un peu frustrant. Et puis après, la série de penalty, c'est toujours un exercice particulier où malheureusement on a été moins bon qu'eux. Sincèrement, ce qui est le plus important, c'est de passer le tour. Comment ça se passe, ça on analysera plus tard, mais quand on a le nombre d'occasions qu'on a eu, qu'on n'a pas fini avant, c'est un peu rageant. Après, c'est la coupe et il y a un peu plus d'émotion, un peu plus de doute quelquefois, et le fait de douter un peu, de pas mettre les occasions quand elles arrivent, ça donne des forces aux autres, et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Et le club de Guéret qui a fait la fierté de tout un football, le Creusois, le S Guéret qui quitte la compétition et qui retrouvera son championnat de R1. Guéret qui cartonne en ce moment, souvent à l'extérieur d'ailleurs, par au moins 4 buts d'écart. Nous partons juste à côté de Guéret, en Haute-Vienne, à Panazol, qui avait fort à faire cet après-midi. Les hommes d'Amin Irab recevaient Sénart-Moissy, club de R1 de Seine-et-Marne, en banlieue parisienne. Après avoir été menés au score, les locaux sont revenus dans la rencontre avant de s'imposer dans les derniers instants de la rencontre. Au 8e tour, Panazol recevra Angoulême. Un coach doit être particulièrement heureux. Il s'agit d'Amin Irab. Bonsoir Amin. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes un peu le feuilleton de toutes les semaines du côté de Panazol parce que on vous avait suivi, si je ne m'abuse, dès le 4e ou 5e tour et maintenant on vous a tous les 15 jours à l'antenne, ce qui est plutôt bon signe du coup. C'est vrai, on prend goût d'ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui un tour historique pour le club puisque pour la première fois on part au 8e tour. Donc voilà, on savoure et on est très heureux. Amin, mettez-nous l'eau à la bouche. Expliquez-nous comment vous avez vaincu Sénart-Moissy cet après-midi. Alors Sénart-Moissy d'ailleurs, une très belle équipe parisienne avec des belles individualités. Donc on a vu quand même que le niveau R1 à Paris est un petit peu très élevé, quand même un peu élevé. Donc je pense que mon équipe, on est rentré timidement au départ. Je sais pas si c'est l'enjeu ou d'autres choses, pourtant c'était pas les consignes. Donc sur une erreur individuelle, malheureusement défensive, on prend un but. 1-0, pas grand chose à se mettre sous la dent, donc on était un petit peu malmené première mi-temps, donc il fallait rectifier les choses, passer à 3 derrière au lieu de 4, faire quelques changements tactiques et d'ailleurs jouer beaucoup plus haut et harceler le porteur, et on a essayé de jouer notre football, on est revenu sur un coup de pied arrêté, donc force de caractère. Et la deuxième mi-temps est clairement pour nous. On a mieux fini physiquement avec aussi les supporters et tout ça qui étaient derrière nous. Et à la fin, 1 minute vers la fin, je pense, ou 2 minutes vers la fin, on a marqué le deuxième but qui nous a évité d'aller au penalty et avoir un stress de plus. Vous allez affronter Angoulême, qui est un gros calibre de N2, puisqu'on le sait, les Charentais ambitionnent le championnat national l'année prochaine. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce choc ? Bon, Angoulême, écoutez, on a l'impression que plus personne ne vous fait peur, Amin. C'est ma nature, hein. On peut dire que je suis peut-être grosse tête, mais pas du tout, c'est ma nature, c'est comme ça reste du football. Moi, personnellement, en tant que joueur, j'ai déjà vécu des 16e tours, Coupe de France. On a battu des Ligue 2 avec Limoges FC à l'époque. Maintenant, j'essaye on va jouer contre une équipe 3 divisions d'écart avec d'ailleurs un joueur comme Benoît Bisson qui est là-bas, qui a joué avec moi à l'époque au 16e tour. Et on va essayer de savourer et créer l'exploit parce qu'aujourd'hui, c'est tout sauf une surprise. Mais bien sûr, contre Angoulême, on va essayer de créer l'exploit, je le dis.
Et la confirmation que Panazol reste l'un des 2 gros clubs forts et phares de ce département de la Haute-Vienne avec Feytia, dont on parlera dans quelques minutes. Le match se jouera certainement le dimanche face à l'équipe charentaise ? Ouais, dimanche, d'ici 15 jours. En attendant, avant, on a un match, parce qu'on a, comme ce qu'il a dit Rachid, on a des matchs en retard. Donc, on va recevoir un derby à Ria-Cancan, chez nous, à domicile. Donc, on va essayer de faire l'inventaire de tous les joueurs, comment ça se passe et tout, et préparer le championnat, bien sûr, et on se projettera la semaine d'après à Angoulême, sur Angoulême. Quel est l'état d'esprit de vos joueurs après cette qualification aujourd'hui ? Ils vont trimer, bosser d'arrache-pied pour la Coupe de France, mais aussi pour le championnat, dont on rappelle que ça reste l'un des objectifs pour Panazol. Ouais, le championnat, c'est un objectif, il a dit notre collègue de Gouzon par rapport à ça, donc je pense qu'on sera 3 ou 4 équipes à disputer le championnat avec Gouzon, Tulle et d'autres dans donc on a beaucoup de matchs en retard, donc on va se concentrer sur le championnat cette semaine. Essayer, puisqu'en ce moment on joue qu'à domicile, donc on est à 4 victoires et 1 nul, et on va essayer de confirmer avec une 5e victoire, et après se projeter derrière contre Angoulême. Ça va être du bonus, mais un bonus réalisable. Et c'est aussi le meilleur moyen que de fédérer avec vos supporters qui, paraît-il, sont de plus en plus nombreux. Oui, c'est vrai, on l'a vu dans la recette, donc il y avait plus de monde, même s'il y avait notre voisin à 1 kilomètre de nous, Feytia, qui joue même match d'ailleurs et qui joue même heure que nous, mais bon voilà, donc je pense que dans 2 semaines, on aura le plein et on fera le plein et pourquoi pas créer l'exploit. Nous allons maintenant partir pour un résumé de match Coupe nationale foot entreprise, Bordeaux Métropole contre la Sécurité sociale. C'est tout simplement parce que le monde de l'entreprise possède aussi sa Coupe de France de football. C'était vendredi soir. Bordeaux recevait la Sécurité sociale en finale régionale dans un match où les Bordelais ne partaient pas forcément favoris. Est-ce qu'ils ont réussi à se qualifier ? Bien sur place, il y avait Julien Curcy et Rémi Savary. Pour cette finale régionale de Coupe nationale entreprise, Bordeaux Métropole recevait la Sécurité sociale. Les Bordelais en orange qui n'avaient plus gagné depuis 6 ans face à leurs adversaires du soir. 6e minute, Florent Hadi est parfaitement trouvé dans la profondeur. Un contrôle de la tête, une volée parfaite. La Sécurité sociale prend l'ascendant dans ce match. 25e minute, Vidalou est lancé dans l'intervalle par Noaman. L'attaquant bordelais bute sur le portier adverse. 44e minute, Jean Vidalou, encore lui, profite d'une mauvaise relance des visiteurs. La reprise est parfaite, poteau rentrant, un but contesté par la Sécurité sociale. Un but partout à la mi-temps, personne n'a encore assuré sa qualification. Tout reste possible dans ce match. Je vous ai dit, on a fait le plus dur, on est revenu au score. Juste avant la mi-temps, au meilleur moment. Maintenant, il va falloir remettre un petit coup d'accélérateur. Essayez de trouver ce 2e but. Ok ? Allez, Orange. Allez, Bordeaux Métropole va donner le coup d'envoi en seconde période. Objectif, repartir sur les mêmes bases qu'en première mi-temps. Il ne leur faudra d'ailleurs que 5 minutes pour prendre l'ascendant sur leurs adversaires. Lancé côté droit, Noaman profite d'un déficit défensif pour inscrire un but capital pour son équipe. 2-1 pour Bordeaux Métropole. 5 minutes plus tard, les Bordelais montrent leur supériorité grâce à un coup de pied arrêté. Noaman croise sa tête et inscrit un but vital pour son équipe. Mais la Sécurité sociale compte bien jouer à fond les 20 dernières minutes. Emmanuel Constance est seul face au gardien, mais les locaux se déploient pour réaliser un énorme travail défensif. En fin de match, la Sécurité sociale n'exonère pas de travail les défenseurs adverses, tout d'abord avec cette frappe de l'attaquant visiteur, tout droit dans les gants du portier local. Dans les derniers instants du match, Amin Ben Salah, bien placé, reprend le ballon de la tête sur corner. Tête imparable 3-2 en faveur de Bordeaux Métropole. Mais le numéro 12 de la Sécurité sociale n'assurera pas une remontée de son équipe dans la partie. L'arbitre siffle la fin du match, qualification 3-2 de Bordeaux Métropole. Voilà, des images de joie typiques de vestiaire dont on ne se lasse jamais. On va continuer à évoluer maintenant avec cette Coupe de France, à parler de cette Coupe de France avec le résumé du match entre Poitiers et Orléans. Rémi Savary.
C'est la deuxième réception au cours de cette Coupe de France 2021-2022. Donc on est content et donc on a déjà reçu le SOC ici. Là, on reçoit une Nationale 1, donc j'espère que ça va être une belle fête. C'est aussi l'occasion de faire une performance, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de performance à Michel-Amand. Donc on va essayer de faire le mieux possible et puis voilà, que le meilleur gagne, quoi. Le district de football de la Vienne est fier d'avoir 2 clubs qualifiés en Coupe de France, dont Poitiers aujourd'hui et demain Chauvigny. Eh bien, effectivement, pour le 8e tour de la Coupe de France, c'est extrêmement important et on peut leur souhaiter bonne chance. Et je suis certain qu'ils vont gagner l'un comme l'autre. Un stade Michel-Amand chaud bouillant pour une affiche de gala et les Poitevins ne veulent pas se priver et comme à leur habitude vont attaquer d'entrée. Pourtant dès la 3e minute ce sont les Orléanais qui sont à l'offensive mais Antoine Carnegie bute sur Paul Cattier. Les locaux vont se réveiller et même mettre le pied sur le ballon. 28e minute, ce corner va trouver la tête de Jordan Cuvier. Théo Vermeau était vigilant. À la mi-temps, le score est nul et vierge. Poitiers fait douter son adversaire. En seconde période, les Orléanais doivent revenir avec d'autres intentions, mais c'était sans compter sur la fougue poitevine. 51e minute, Christopher Fournier remet un ballon de la tête à Jordan Cuvier. La demi-volée était presque parfaite, mais passe à côté. Il reste alors 15 minutes à jouer. Dans le match, un centre parfait, millimétré. Saolona en profite et trompe Théo Vermeau. Les tribunes explosent de joie. Mais le bonheur ne va durer que 3 minutes. Ben Kaïd trouve la tête d'Enkada qui sert Diallo. Ce dernier inscrit le but de l'égalisation, une action qui implique uniquement des joueurs rentrés en cours de match. Coaching gagnant pour Xavier Collin. Poitiers aura une dernière offensive, mais le portier orléanais sera plus prompt. L'arbitre siffle. Les 2 équipes se départageront aux tirs au but. Un premier tir loupé et Orléans court après le score dans une séance où tout est possible. Enkada s'élance face à Cattier. Parade du gardien poitevin. La balle de match sera à la charge de Junior Armando Mendes. L'attaquant ne tremble pas et envoie son équipe en 32e de finale de Coupe de France. L'exploit est majuscule et le rêve d'accueillir une Ligue 1 est désormais plus que permis. On a réalisé un match plein, oui. On n'a pas fait que de défendre. On a aussi réussi à utiliser certains aspects offensifs pour les mettre en difficulté à certains moments. On a réussi à marquer, on a réussi aussi à se créer d'autres situations. Après, dominer, je pense que le terme est un peu exagéré, mais sous l'euphorie, on va l'accepter. Je pense qu'on n'a pas mis le rythme qu'on voulait imposer dans les transmissions, l'intensité dans la récupération, et c'est notre capacité aussi à jouer rapidement à la transition, utiliser l'espace que pouvait nous laisser cette équipe. Et après, il faut saluer le bon match de Poitiers qui a fait un match de coupe, qui s'est battu, mais voilà, nous on n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe, même si on a quelques occasions. Voilà, on se doit d'être beaucoup plus tranchant, beaucoup plus déterminé que ce qu'on a montré ce soir. Des matchs extraordinaires, époustouflants, avec des rebondissements. C'est ce qu'on souhaite aussi pour 2022. Beaucoup d'autres d'ailleurs vont en venir. Demain soir à 19h, retrouvez le Best of Portrait. Bonne soirée à tous.